Moi, Mobutu Sese Seko Kukumbendo Wazabanga, élu président du mouvement populaire de la Révolution et de droit président de la République, je jure d'observer la Constitution et les lois de la République du Zaïre. Il s'est fait appeler le guide, le père de la nation, parfois même le léopard. Pendant plus de 30 ans, un seul homme a possédé un pays grand comme l'Europe de l'Ouest, pendant que son peuple mourait de faim. Il a trahi son meilleur ami pour prendre le pouvoir. Il a vidé les caisses de l'État pour construire des palais dans la jungle. Et il a été, pendant des décennies, le meilleur allié de l'Occident en Afrique. Son nom, Mobutu Sese Seko. Voici l'histoire du dictateur qui a dépecé le Congo. Joseph Désiré Mobutu naît en 1930 à Lisala, dans le Congo belge, une colonie où les habitants n'ont ni le droit de vote, ni le droit d'exister comme citoyens à part entière. Fils d'un cuisinier et d'une employée d'hôtel, renvoyé de son école catholique pour indiscipline, il est envoyé de force dans l'armée coloniale, où il passe 7 ans avant de devenir journaliste. C'est dans les rédactions de Léopoldville qu'il croise Patrice Lumumba, figure montante du nationalisme congolais. Fasciné, Mobutu rejoint son mouvement et devient son secrétaire personnel, son homme de confiance. Le 30 juin 1960, le Congo devient indépendant. Lumumba devient Premier ministre, Kasavubu président, et Mobutu, en récompense de sa loyauté, chef d'état-major de l'armée. Mais le pays sombre vite dans le chaos, mutinerie, sécession du Katanga, panique des colons. En pleine guerre froide, Washington redoute que le Congo, riche en uranium et en cobalt, ne bascule vers Moscou. Lumumba, jugé trop proche des soviétiques, devient une cible pour la CIA. C'est alors que Mobutu entre en contact secret avec le chef de station de la CIA à Léopoldville. Son ami, son mentor politique, ignore que son propre secrétaire négocie déjà sa chute. Le 14 septembre 1960, Mobutu frappe, coup d'État soutenu par Washington et Bruxelles, suspension des institutions, prise de contrôle du pays. Lumumba, capturé sur son ordre, est livré à ses ennemis au Katanga et exécuté en janvier 1961. L'homme qui lui avait tout donné venait de signer, sans le savoir, son propre arrêt de mort. Après le meurtre de Lumumba, Mobutu rend officiellement le pouvoir en 1961. Mais ce n'est qu'une façade. Il consolide en coulisses son emprise sur l'armée. Le 24 novembre 1965, il renverse Kasavubu sans un coup de feu, s'installe à la présidence et interdit tous les partis politiques. L'homme qui avait trahi Lumumba 5 ans plus tôt devient, à 35 ans, maître absolu du Congo, l'allié anticommuniste que Washington et Bruxelles attendaient depuis le début. Mobutu bâtit alors un système que les historiens qualifieront de kleptocratie. Un État où le pouvoir sert à piller plutôt qu'à gouverner. Parti unique obligatoire, opposition interdite, syndicats placés sous contrôle total. En 1971, il lance sa politique de l'authenticité. Le pays devient le Zaïre, Léopoldville devient Kinshasa. Les prénoms chrétiens sont interdits. Lui-même devient Mobutu Sese Seko Kukumbendo Wazabanga, un nom qu'il traduit comme « le guerrier tout-puissant qui va de conquête en conquête ». Derrière ce discours de fierté africaine se cache un culte de la personnalité totale, son portrait dans chaque bureau, son image ouvrant chaque journal télévisé, descendant des nuages comme une divinité. En 1973, la zaïrianisation porte le coup fatal à l'économie. Des milliers d'entreprises appartenant à des étrangers sont nationalisées, puis offertes non pas au peuple, mais aux proches du président, sans aucune compétence pour les diriger. L'économie s'effondre. Pendant ce temps, Mobutu puise directement dans les caisses de l'État. Environ 28% des dépenses publiques en 1972 finissent dans ses poches. Cet argent finance des palais, des flottes de voitures de luxe, des comptes suisses, et surtout Gebadolit, son village natal transformé en palais pharaonique que la presse surnommera le Versailles de la jungle. À peine 10 ans après sa prise de pouvoir, le Zaïre est déjà un pays à genoux dirigé par un seul homme ayant transformé l'État en instrument de son enrichissement personnel. La peur n'était pas un effet secondaire du régime de Mobutu, c'était sa méthode. Dès juin 1966, 4 anciens ministres accusés de complot sont pendus publiquement à Kinshasa devant des dizaines de milliers de personnes rassemblées de force. Le message est clair, quiconque s'oppose au guide finira au bout d'une corde. Cette terreur devient systématique. Les services de renseignement quadrillant le pays, opposants, syndicalistes, étudiants risquent l'arrestation arbitraire, la torture ou la disparition pure et simple, sans procès ni explication. Le nombre exact de victimes reste aujourd'hui impossible à établir, les archives ayant été détruites ou dissimulées. En 1968, une manifestation étudiante à Lubumbashi est réprimée dans le sang.
Sur la scène internationale pourtant, Mobutu cultive une image inverse, reçu à la Maison-Blanche, pilier de la diplomatie africaine, présenté comme un rempart contre le communisme. Cette légitimité lui permet de piller son pays en toute impunité pendant 3 décennies. Mais dans les années 1990, tout bascule. La chute de l'URSS lui fait perdre sa valeur stratégique aux yeux de l'Occident. Le pays, exsangue, sombre dans l'hyperinflation. En 1994, le génocide au Rwanda voisin pousse des centaines de milliers de réfugiés vers l'est du Zaïre, plongeant la région dans le chaos. En 1996, une rébellion menée par Laurent-Désiré Kabila, soutenue par le Rwanda et l'Ouganda, éclate. L'armée zaïroise, mal payée et démotivée, s'effondre sans réelle résistance. Rongé par un cancer de la prostate déjà avancé, Mobutu fuit Kinshasa le 17 mai 1997, direction le Maroc. Il meurt en exil le 7 septembre 1997, laissant derrière lui un pays exsangue et une fortune personnelle estimée à plusieurs milliards de dollars, disséminée en Suisse, pendant que son peuple survivait dans l'une des pires pauvretés au monde. Son histoire pose une question qui dépasse le Congo. Combien de dictateurs se sont-ils maintenus au pouvoir grâce, non pas à leur seul talent, mais au silence complice des grandes puissances ?